J'ai commencé à aller à la pêche à l'âge de 7 ans, avec un vieux douanier occupé qui emmenait un panier sur l'autre bras. Et j'ai commencé à cet âge-là. Et depuis, pratiquement, j'ai toujours été à la pêche, soit dans la baie, soit ici. On était, vous savez, curieux de voir tout ce qu'on prenait, parce qu'à ce moment-là, des familles qui à la pêcherie, ils venaient avec un cheval et une voiture chercher la petite sardine, le sprat. Et ils vendaient ça à Gélouville ou à Carole ou tout autour. La belle menuise qu'ils disaient. Et la belle menuise. Et ils appelaient ça la menuise parce que ça s'appelle du prat, c'est pas de la sardine, ça ressemble à la sardine. C'est un camarade qui était âgé qui m'a remis sa part. Je lui ai racheté sa part parce que c'est une propriété privée. Et ça paraît curieux, mais il en est ainsi de ces quelques pêcheries comme ça sur le littoral. Ça appartient encore on a un acte en bonne et due forme qui donne la propriété de la pêcherie. Alors, bon, moi ça fait une trentaine d'années que j'exerce ici. Et alors être là à la pêcherie, on n'a pas de poisson, mais on a l'air, on a la vue, on a les perspectives qui vous enchantent. On ne vend pas de poisson, quand on en a, on le donne. Cette pêcherie-là, elle date de 1544, sous François Ier. C'était les moines de l'abbaye de la Lucerne et puis des prieurés aux alentours. Bon, c'était des gens de la commune, hein, c'est ça, Janine, qui prenaient le poisson et qui donnaient au prieuré, à l'abbaye de la Lucerne, au Mont-Saint-Michel, tout ça. Et le surplus du poisson, ils avaient le droit de le vendre. En principe, il y a 3 propriétaires. Il y a mon beau-frère et moi, on fait une part. Après, il y a Monsieur Roch qui habite à Bouillon. Et puis après, Lorrain. Voilà, les 3 propriétaires. Alors, on fait notre calendrier tous les ans. Et on pointe, alors, tous les 3 jours. Alors, on ne s'occupe pas si c'est un dimanche, si c'est n'importe quel jour. Et on ne s'occupe pas non plus si la mer est haute, si la mer est basse. C'est le coefficient qui est marqué sur ce petit bouquin-là qui nous donne le jour de notre pêche. Alors des fois, dans une marée, on pêche 3 fois. Des fois, on pêche 2 fois. Ça dépend si on pêche en début de marée. Le premier jour de la marée, c'est le meilleur, automatiquement. Pour la pêcherie, les trop grandes marées, c'est pas tellement bon parce que la mer se retire trop vite. Les bonnes marées, c'est des marées de 95, 100 maximum. Mais au-delà, c'est des bonnes marées aussi, mais la mer se retire trop vite et le poisson part bien trop vite. Parce qu'il s'en va au-dessus des murs. Des eaux, du sable, des rochers, des vasières, l'estran. Cette partie de terre que la mer couvre et recouvre 2 fois par jour a toujours été un espace convoité. Dès l'âge de bronze, les hommes des rives ont tiré de ce lieu leur subsistance. Très tôt, ces pêcheurs de grève ont constitué des barrages afin de capturer le plus grand nombre de poissons. Ces véritables établissements de pierre et de bois ont été construits tout le long du littoral français. Rien que sur les côtes de la Manche, on en recensait plus de 400. En 2 siècles, elles vont pratiquement toutes disparaître. À partir de 1853, c'est une véritable révolte qui va se propager sur les rives. L'État veut récupérer son domaine maritime. La guerre des pêcheries, comme l'appelleront les protagonistes de l'époque, s'étalera sur un demi-siècle. On a une date fondamentale pour l'histoire de la pêche côtière. Il ne faut pas confondre avec la pêche au large, ni la pêche hauturière. Mais une date est fondamentale, c'est 1544, c'est François Ier. Bon, François Ier a pris une décision, il a voulu absolument faire contrôler par les agents de l'administration royale l'importance des pêcheries, déjà la taille des mailles, donc tout a été contrôlé. Mais c'est comme tout, du fait des événements historiques, du fait des changements royaux, des changements de gouvernement,
ça devient de plus en plus laxiste et il faut arriver à 1584, on va retrouver Henri II et on va décider que ça va devenir de plus en plus strict. Mais c'est la même chose, le laxisme s'installe, d'autres comme Louis XVIII, Louis-Philippe, Napoléon antérieurement, Napoléon Ier, avaient essayé, mais ils avaient d'autres problèmes à régler. Quand on pense à Napoléon Ier, il avait bien d'autres problèmes de haute côte à régler que les problèmes de pêche en France. Et c'est seulement à partir du 4 juillet 1853, après le règlement du coup d'État de Napoléon III, que les pêcheurs se sont aperçus que tout allait changer. La législation au sujet de l'importance des pêcheries, et par pêcherie, il faut entendre ça dans un sens tout à fait large, hein, ce n'est pas seulement la pêcherie en pierre ou la pêcherie en bois, ce sont tous les établissements de pêche des côtes de France, c'est-à-dire les grandes perches, les grands filets, les bas filets au contraire, avec de petites perches, et évidemment l'essentiel étant le plus dur à détruire, c'était les pêcheries en pierre. Mais tout changeait, la taille des mailles, de façon que les alevins puissent passer à travers les mailles. C'est surtout ça qui a été à l'origine de la guerre des pêcheries. La révolte n'a pas été spontanée parce que, d'abord, les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont devenus par la suite. Et entre les pêcheurs du 2e arrondissement, qui est notre arrondissement, par exemple, de la région de Granville, et ceux du bassin d'Arcachon, les communications, évidemment, se faisaient très mal. Mais les pêcheurs ont commencé à prendre conscience quand les agents de l'administration, ce qui ne s'était pratiquement jamais vu, quand les agents de l'administration ont commencé à venir dans les grèves, à contrôler à la fois les pêcheries et aussi à la sortie des pêcheries pour mesurer la taille des poissons. Et on trouve en particulier dans les cartons des archives nationales des filets qui ont été confisqués à l'époque et où les mailles font à peu près 1 mm de côté. Alors vous voyez qu'avec 1 mm de côté, aucun poisson ne peut s'échapper. Toute une civilisation vivait de la pêche sur les côtes de France. Cela constituait la nourriture tout à fait habituelle, traditionnelle de ces gens-là. On peut considérer qu'une bonne pêcherie avec les enfants pouvait entretenir au moins 500 à 600 personnes. Sur les côtes du Nord, les établissements, c'est du sable. Quand on pense aux établissements de sable, pas de pierre. La plupart du temps, pas de pierre. Donc, on va avoir des filets bas. Un filet bas, c'est-à-dire un filet qui fait 100, 150 mètres, avec des piquets à chaque extrémité, au milieu, pour soutenir. Bon, ça, c'était une forme de pêche qui était facile à détruire. Et puis, se posait aussi le problème, c'est que c'était la guerre de Crimée. Donc, les hommes valides étaient partis, et pour cette guerre de Crimée, en même temps, la guerre de la mer Baltique, là aussi qui est souvent oubliée, et les hommes étant partis, restaient les femmes, les enfants et les invalides. Donc, des gens faciles à subjuguer et du matériel de pêche facile à enlever. Donc là, ça n'a posé aucun problème. Dans la région de Dieppe, où ça, c'était les grands filets, des grandes perches de 8 ou 10 mètres de haut, avec des filets circulaires qui ressemblent un peu au cirque d'aujourd'hui. Bon, là, le problème s'est aussi posé d'une façon différente, parce que des commandos de la marine civile ont été organisés, sont venus, et avec des pics, des pelles et des pioches, eh bien, ils ont tout démoli. Là aussi, destruction facile, résignation, et comme disaient les pêcheurs, il nous reste une solution, c'est d'aller faire les laquais en ville ou d'aller usiner.
dans notre région ici de Granville, c'était des pêcheries en pierre. Alors les pêcheries en pierre, ça ne se démolit pas comme ça. C'est un travail considérable, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail lourd. Et vous ne pouvez pas, à moins de faire venir évidemment des cohortes et des cohortes d'agents de l'administration maritime, ce qui était inenvisageable, il n'est pas question de démolir des pêcheries. Quand on leur a interdit et quand on leur a détruit sur place, puisque peu à peu l'administration va faire fabriquer des bateaux, va faire construire des bateaux plats, un peu à la manière des chaloupes de débarquement, vont pouvoir approcher dans les grèves, vont avoir une connaissance des grèves plus approfondie parce qu'ils vont soudoyer des gens de la côte, certains marins de la côte, les jalousies toujours. Ils vont arriver pour détruire. Et des gens comme ceux de Berville, par exemple, dans l'estuaire de la Seine, eux vont fabriquer des établissements de pêche qui sont beaucoup plus légers. C'est-à-dire ils ont des gaules légères, avec des filets plus légers, ils vont les placer, et quand ils vont s'apercevoir que les agents de l'administration maritime arrivent, à ce moment-là, ils vont les démonter, et ils vont filer dans les grèves par des chemins qu'eux connaissent bien, surtout avec les changements dus au marais. Ils vont disparaître et l'administration, dans certains cas, ne pourra jamais rien prouver. Ça va être une lutte constante. Les fusils sont prêts. Et heureusement, dans cette région-là, les fusils ne sont pas partis sur cette estuaire de la Seine, mais les fusils étaient prêts à partir de ces endroits-là. Et même les agents de l'administration maritime avaient pris des sabres. Non pas l'idée d'attaquer les hommes, mais de couper les jarrets des chevaux ou des mulets ou des ânes qui allaient transporter tout le poisson qui était pris. Alors évidemment qu'en sectionnant les jarrets de ces animaux-là, impossible de transporter les poissons tellement il y en avait. On ne leur reprochait pas des poissons de taille normale. Ce qu'on leur reprochait, c'est de transporter les alevins. Parmi les propriétaires des pêcheries, il n'y avait pas que des pêcheurs. Je vois ici, il y avait le directeur du comptoir commercial qui était dans les... souvent, les maires étaient aussi partie prenante sur les pêcheries. Bon, des ecclésiastiques, on voit ici Bouillon, le village de Bouillon à côté. Le curé de Bouillon était propriétaire, enfin partiellement propriétaire, une partie. Ce qui fait que ça faisait beaucoup de gens qui, à l'époque, déjà formaient l'opinion publique. C'était considéré, d'ailleurs, c'est ce qui a fait en plus la révolte des pêcheurs, c'est que les transactions se passaient devant notaire, de manière tout à fait légale. Il y avait la perception d'un droit. Donc, pour les pêcheurs, mais c'est exactement comme si on était venu leur saisir leur maison parce qu'ils occupaient leur maison. La comparaison est exacte. Et ils avaient des papiers qui remontaient avant 1544, qui remontaient même quelquefois au Moyen-Âge, qui étaient des textes anciens du domaine de la paléographie, et ils ont été absolument consternés et d'autant plus révoltés. Dans la région de Granville, ça a toujours été des virulents, et ils ne se sont jamais laissés faire, et ils ont de grands alliés, ce sont les Bretons. Et les Bretons de Cancale ne se laissent pas faire non plus. Alors, ils étaient là sur le terrain, ils étaient même massivement sur le terrain quand il fallait faire des manifestations. Et puis, les pêcheurs de Granville étaient très soutenus.
parce que ça supprimait du travail, ça supprimait de l'alimentation, était soutenu par des organismes officiels comme la Chambre de commerce, par les conseils qu'on appellerait aujourd'hui conseils généraux ou conseils régionaux, et il y a toujours eu un vent de fronde, et la région de Granville en particulier, l'administrateur dit que jamais on a vu autant d'opposition que dans la région de Granville. Et puis, il faut voir dans les courriers. Les maires envoient des courriers au cabinet de l'empereur et disent « Sire, vous allez avoir un référendum sur la prolongation de votre présence au gouvernement. Je ne peux pas répondre de ce qui va se passer si on dit que vous êtes vous-même contre les pêcheurs en France. » Au début, c'est l'application stricte. D'ailleurs, l'administration a reçu des ordres dans ce sens-là. Mais évidemment qu'avec toutes les suppliques, avec les revendications, après les destructions, parce que la région de Dieppe, tout a été détruit, la région du Nord, tout a été détruit, il reste la région de Haute-Normandie, Basse-Normandie et la côte atlantique, mais Napoléon III, et peut-être sous la pression de l'impératrice, va finir par reculer. Chaque recul, chaque décision du pouvoir était évidemment une victoire. Alors, victoire d'abord pour la maintenance des pêcheries, victoire ensuite pour les mailles. Donc, les décisions, l'administration de la marine ne savait plus comment agir. Elle avait agi tout à fait vigoureusement les premiers temps et par la suite, ils avaient toujours peur qu'une décision impériale vienne évidemment contrecarrer leur projet, leur décision et leur action sur le terrain. Donc la position de l'administration, sous l'influence d'un nombre d'agents, va reconsidérer l'affaire et d'autant plus que la guerre de 70 va arriver, que la misère va s'installer encore plus en France et on dit on va les autoriser à reconstruire des pêcheries. Ils vont donc reconstruire des pêcheries qui vont redonner de la boîte, l'appât, l'amorce, vous savez, des petits poissons pour les lignes, et ça va permettre de vivre. Évidemment, les pêcheries vont être mises aux nouvelles normes qui étaient en vigueur. Ce sont les cartes postales qui sont un témoignage qui nous donne des indications sur ce qu'étaient devenues les pêcheries entre la guerre de 70, 1900-1914, puisque 1914, ça rendra aussi bien service aux populations du fait des difficultés d'approvisionnement. Vous savez, dans les pêcheries, on sortait le maquereau, par exemple, par tombereau. Au moment où c'était la période du maquereau, on sortait ça par tombereau. Alors, comme vous voyez aujourd'hui 10 maquereaux dans une pêcherie, évidemment que ça n'intéresse plus personne et il faut trouver un autre travail. Alors, il y a eu toute une conversion dans l'ostréiculture et dans la mytiliculture. Et évidemment que les bouchots aujourd'hui, quand on voit la quantité de moules, on ne trouvait pas de moules, on trouvait que de la moule sauvage dans la région. Et puis la mytiliculture s'est ouverte, et l'ostréiculture aussi, et on est arrivé à cette chose extraordinaire. Les larves des huîtres qui sont pondues dans la région ont essaimé et ont redonné de la production, redonné des huîtres sauvages. Il y a des bonnes pêcheries et des mauvaises, quoi. Des pêcheries qui sont placées dans des courants intéressants, des bons courants pour le poisson,
et des pêcheries qui ne valent rien. En général, une bonne pêcherie dans le temps, c'était une bonne pêcherie dans le temps, ça l'est encore maintenant, enfin je crois. Pour les anciens, eux nous disent bon ça c'était une bonne pêcherie ou ça c'était une mauvaise, quoi. Plus le coefficient de la marée est petit, plus on va pêcher, quoi. Enfin, le coefficient, oui, quand on parle en mètres, quoi. Parce que si c'est en degrés, c'est le contraire, hein. Alors quand on parle en mètres, nous on pêche par 3,70 m là. Après 3,70 m, on ne la pêche plus. Enfin, suivant les vents, suivant tout, quoi. Tout joue quand même, quoi. Mais bon, par 4 mètres, 4,10 m, 4,50 m, 5 mètres, ça ne découvre pas du tout, quoi. On aperçoit que les têtes de pêcherie, c'est tout, quoi. Et ensuite, plus ça descend, par 0,30 m, 0,40 m, là, c'est des grands coefficients, quoi. Là, c'est bon. On va pêcher de la sole, maquereau beaucoup, hareng, bar, crevettes grises, un peu de bouquet, de l'encornet, de la sèche. Parce qu'il y a l'époque de la margate au mois d'avril, quoi. Tout ce qui existe chez le poissonnier, pour ainsi dire, hein, de la sardine, tout. Les années se suivent et ne se ressemblent pas, quoi, ça c'est sûr. Il y a des poissons qui disparaissent quelques années, tels que le merlan. Et ensuite on leur voit réapparaître, on ne sait pas pourquoi. Là en ce moment c'est du bar qui est arrivé chez nous, là, dans la baie, quoi. Pareil, pour quelle raison il est là, il est bien là, quoi. Bon, il doit prendre la place à un autre, ça c'est certain, quoi. Mais bon, on peut pas dire. Moi, bon, ce que je constate, il y a toujours autant de poissons qu'avant, hein. C'est toujours pareil, quoi. C'est jamais les mêmes poissons, quoi. Jamais. Bon, c'est de la préparation pour l'hiver qui va venir, quoi. Par la suite, ils vont se sceller comme il faut et on va entrelacer de la branche de bouleau dessus, quoi, au mois d'avril l'année prochaine, quoi. On s'écarte de manière à ne pas retomber sur les anciens pieux, quoi, pour ne pas être embêté avec, quoi. Et puis, par la suite, quand ceux-là vont être morts, on retournera à l'intérieur, quoi. Je marche très souvent, je prends des photos, je vais à la pêche dans la baie du Mont-Saint-Michel et j'ai connu une période désastreuse où c'était vraiment un cimetière. C'était le cimetière des pêcheries en bois, puisque dans la baie du Mont-Saint-Michel, manque de pierres, vous aviez des pêcheries en bois. On n'en voyait plus, ça disparaissait, les branches s'effondraient, enfin c'était vraiment le cimetière après un champ de bataille. Et j'ai eu, comme d'autres bien sûr, la grande surprise et le bonheur de constater qu'avec l'introduction de la mytiliculture dans la baie du Mont-Saint-Michel, eh bien, les familles, en général, s'occupaient à la fois des deux, la mytiliculture et la pêcherie. Donc on revoit une remise en place, on voit une restauration des pêcheries en bois de la baie du Mont-Saint-Michel.